Voilà une affaire qui a beaucoup intéressé l'opinion publique. Il faut dire que les questions en cause sont extrêmement importantes. Des vertus, des valeurs qui sont défendues par nos chartes québécoises ou canadiennes se retrouvaient là incarnées dans une affaire qui s'est retrouvée jusqu'en Cour suprême. On a entendu pourquoi tout à l'heure. Et au fond, la liberté d'expression, tout le monde est d'accord. La protection de la dignité des personnes, qui peut s'opposer à ça, mais dans un même cadre, avec deux parties prenantes, elles sont opposées devant le plus haut tribunal du pays. Pour en discuter maintenant avec mes invités, je vous les présente. Maître Pearl Eliadis, spécialiste des droits humains, et Maître Stéphanie Fournier, qui est conseillère à la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse. Alors, mesdames, bonjour d'abord. Bonjour. Bonjour. C'est vrai que c'est une cause, importante pour les principes qui sont en cause, mais qui était importante parce que dans l'opinion publique, ça a suscité au fil des années, parce que l'histoire dure longtemps, toute une commotion. Je disais tout à l'heure, liberté d'expression et puis protection de la dignité de la personne. C'est un peu réducteur, mais vous avez raison. J'ai raison d'en parler comme ça, Maître Eliadis? Je pense qu'il y a trois éléments, effectivement, qui sont en jeu. Il y a, je dirais, presque un triangle de valeurs qui sont en jeu, soit le droit à la sauvegarde de la dignité, l'égalité, ainsi que la liberté d'expression. Et je pense que tous les trois sont ou devraient être en jeu. Vous avez ajouté égalité aux deux que j'avais déjà mentionnés. Sous quel angle l'apportez-vous, cette importante question d'égalité? Parce que c'est une des trois piliers, je dirais, en matière de droits de la personne, la liberté, dignité, égalité. Ça relève de la Déclaration universelle des droits de l'homme, la Charte canadienne ainsi que la Charte québécoise. Alors, il s'agit des trois piliers qui appuient le fondement, je dirais, des droits de la personne au Canada et d'ailleurs au monde. Et on pourra revenir tout à l'heure sur l'évolution de ce droit-là depuis le milieu du 20e siècle. Il y a eu des changements importants. Maître Fournier, l'intérêt que le public a eu dans cette cause-là est pas étranger au fait que ce sont deux personnalités publiques importantes qui étaient devant les juges après les deux étapes précédentes dans les cours inférieures du Québec. Et ça joue. En même temps, le droit, il devrait être le même pour tout le monde. Alors, est-ce qu'effectivement, on a là une cause plus particulièrement intéressante parce que ce sont des gens connus dans une affaire qui est très sensible? C'est sûr que le fait que les protagonistes étaient des personnes connues a eu un impact sur la médiatisation du dossier. Mais essentiellement, ça reste un dossier juridique. Là, les questions qui étaient posées étaient des pures questions de droit dans les faits. Donc, effectivement, le droit devrait s'appliquer de la même façon pour tout le monde. On a deux chartes chez nous, une québécoise, une canadienne, qui visent, je présume, même si je résume, les mêmes objectifs. Donc, il ne devrait pas y avoir de conflit, d'accrochage entre la façon dont les textes ont été rédigés et appliqués au fil des années. Est-ce qu'il y a là, effectivement, des zones de conflit ou d'accrochage possibles entre les deux chartes dans ce dossier-là? Non, il faut savoir que la Charte québécoise est la seule qui s'applique aux rapports privés. Donc, la Charte canadienne s'applique à la dimension situation, l'État vis-à-vis les individus, alors que la Charte québécoise s'applique État versus individu, mais aussi les individus entre eux. Donc, c'est pour ça que le dossier ici prend son assise avec la Charte québécoise. C'est le droit à la liberté d'expression d'un humoriste qui s'opposait ici au droit à la dignité en pleine égalité, parce que pour compléter ce que dit ma collègue Maître Eliadis, c'est vraiment ici, c'est le droit à l'égalité qui était le fondement du recours pris par la Commission des droits de la personne. Il faut savoir que le droit à l'égalité est un droit autonome en vertu de la Charte. Donc, la dignité en pleine égalité et la dignité comme droit fondamental, c'est techniquement, si on peut dire juridiquement, ce sont deux droits qui devraient être reconnus comme étant similaires, mais en même temps distincts. Donc, le fait d'avoir le droit à la dignité en pleine égalité, pour donner un sens à la Charte, puis pour donner un sens au caractère autonome du droit à l'égalité, il faut que ça ait une couleur, une vibration différente. Alors, revenons sur ce qui était reproché à Mike Ward. Lui, dont l'humour, disons, décapant, corrosif, qui respecte pas beaucoup de tabous, il aime bien s'attaquer à ce qu'il appelle les vaches sacrées. C'est donc attaqué à cet enfant, il faut le rappeler, on reviendra là-dessus. Il avait 13 ans, Jérémy Gabriel, au moment où ces spectacles-là avaient lieu pour les premières fois. Et donc, s'attaque par le biais de l'humour à une personne
d'une façon que beaucoup de gens, et le tribunal supérieur en a convenu, on peut ne pas aimer, et c'est tout à fait compréhensible, l'humour de Ward, on peut le trouver grossier, etc. Mais nous ne sommes pas là pour jouer à la police de la qualité de l'humour. Ça, le tribunal là-dessus a vite fait le ménage, hein? Oui, oui, effectivement. Je pense qu'il y a 3 choses à dire là-dessus. La première, c'est que quand on parle des vaches sacrées qui ont été choisies, il faut comprendre, et la Cour d'ailleurs a souligné le fait que l'intention de M. Ward, selon la Cour, selon la majorité de la Cour, ce n'était pas de l'attaquer à cause de son handicap ou son âge, c'était parce que c'était une vache sacrée, je dis ça entre guillemets. Mais dans le fond, la raison pour laquelle il a été choisi comme une vache sacrée, c'était parce que il était un enfant, primo, et secondo, un enfant avec un handicap. Et ça le rendait particulier et visible dans l'espace public. Or, il faut comprendre qu'à ce moment-là, M. Ward avait, avec son humour, comme vous l'avez dit, grossier et peut-être offensant, effectivement, l'avait choisi pour ces raisons-là. Deuxièmement, quand on parle du profil de la personne, et on se rend compte que si la personne est peut-être mieux connue, il est plus vulnérable ou c'est plus approprié de le cibler. Ça, c'est un élément peut-être pertinent en droit de diffamation, mais non en droit de la personne, comme ma collègue l'avait souligné. Alors, ça veut dire que la raison pour laquelle il était choisi ne devrait pas avoir de pertinence dans cette cause. Et troisièmement, je conclus là-dessus, le fait qu'il ait été choisi à cause de son handicap aurait dû, à mon humble avis, amener la question de la discrimination au centre du débat. Je rappelle qu'il avait 13 ans, Jérémy Gabriel. Le fait que ce soit un enfant, Maître Fournier, est-ce que ça a joué dans les étapes judiciaires jusqu'à la Cour suprême? Est-ce que ça aurait dû jouer davantage? Est-ce qu'il y a un cas particulier pour la protection des enfants? Parce qu'on viendra ensuite sur les torts qu'il a pu subir. C'était un des arguments de sa partie devant les juges. Mais est-ce qu'il y a un cas particulier à faire pour les enfants qui soit prévu dans nos chartes? Ici, dans le cas de Jérémy, c'était le fait qu'il était un enfant handicapé et que les blagues visaient à le dénigrer sur la base de son handicap. Donc, on l'a ridiculisé, on l'a méprisé, on l'a dénigré sur la base du handicap. C'est un peu ça l'essence du message qui était lancé par Monsieur Ward dans les circonstances. Mais il y a la Convention relative aux droits de l'enfant, la Convention relative pour la protection des personnes handicapées qui prévoit que vous soyez un enfant ou que vous soyez une personne handicapée, vous avez les mêmes droits que toutes les autres personnes. Et en matière de discrimination, le droit ne change pas selon que vous êtes un enfant ou que vous êtes un adulte. Mais ça a une influence sur l'impact des propos. Mais un des éléments particuliers, c'est que la Cour suprême, à la majorité, vient nous dire, oui, mais l'impact des propos sur l'enfant, ce n'est pas pertinent parce que le préjudice émotionnel ou le caractère offensant des propos ne doit pas être considéré dans l'équation. Oui, en fait, la lecture que moi je faisais en regardant l'arrêt de la Cour suprême, c'est que on dit les propos étaient choquants, sûrement, dégradants, oui, mais on n'a pas déshumanisé cet enfant et ça ne l'a pas rendu davantage victime, parce qu'un public adulte, notamment, comprendrait qu'il s'agit d'un 2e, 3e, 4e degré et puis que, allez, on rit un peu gras, c'est peut-être choquant, mais c'est pas si grave que ça. Donc, la Cour a pris position sur l'effet que peuvent avoir des propos comme ceux de Mike Ward. Très bon point. En matière de discrimination, de façon générale, je vous dirais, hormis l'affaire Ward ou jusqu'à l'affaire Ward, quand on parlait de l'effet discriminatoire, on visait la personne, comment la personne s'est sentie, comment ses droits à elle ont été considérés différemment ou le fait qu'elle n'ait pas le même exercice ou la même reconnaissance de ses droits en raison d'une caractéristique, son âge, son orientation sexuelle, son handicap. Donc, c'est vraiment l'analyse où le projecteur est centré sur la personne qui vit la discrimination. En matière de droit à la dignité, quand il y a une question de propos discriminatoires, la Cour suprême nous dit, écoutez, on change complètement les règles du jeu et ça c'est quelque chose qu'on pouvait pas voir venir. Je vais vous expliquer le processus par la suite. Mais en matière d'atteinte à la dignité, la Cour suprême vient nous dire, pour ce droit-là, c'est particulier. Ce n'est pas comment la personne se sent, c'est comment
les tiers, donc la personne raisonnable, va percevoir la victime des propos. Et là, le test que nous dit la Cour suprême, c'est un test en 2 étapes. Elle nous dit, dans un premier temps, est-ce que la personne est raisonnable, informée des circonstances? Elle va trouver que les propos sont de nature à déshumaniser la personne. Et dans le cas de Jérémy, la Cour suprême a dit non, parce que l'auditoire informé des circonstances, donc on retient ici le fait qu'on est dans un spectacle d'humour, va savoir, dans le fond, que bon, c'est pas à être pris premier degré. Donc, l'étape ici, le test n'est pas franchi. Mais elle va quand même plus loin. Elle dit la deuxième étape du test, c'est de savoir est-ce que les propos seraient de nature à inciter une personne, à un tiers, à traiter de façon discriminatoire Jérémy Gabriel. Encore là, on dit non. Puis on dit, c'est vrai qu'il y a des enfants qui sont inspirés des propos de Mike Ward pour l'intimider en classe. Notamment à son école, oui, tout à fait. Effectivement, mais malgré cette preuve qui avait été faite en première instance devant le tribunal des droits de la personne, malgré cette réalité avec laquelle Jérémy Gabriel a eu à composer toute sa vie adolescente et encore aujourd'hui, la Cour dit, ben non, ça ici, ça compte pas dans les faits parce qu'une personne raisonnable estimerait que les propos sont pas de nature à amener ce type de traitement-là. Donc, pour la Cour, les propos n'ont pas cet effet discriminatoire. Et là, l'effet discriminatoire au sens de l'arrêt Ward, qui est différent des autres effets discriminatoires. Si vous lisez là, la jurisprudence en matière de protection contre la discrimination, là, ici, on a une approche complètement différente. Alors, Maître Eliadis, est-ce que, en regardant ça de loin, j'ai une image en tête, la justice avec les 2 plateaux, là, qui oscille, qui cherche un point d'équilibre. Et est-ce que là, il faut se référer à l'évolution du droit et des conception qu'on a des protections de certaines libertés fondamentales. J'évoquais le début du 20e siècle, le milieu du 20e siècle tout à l'heure, donc l'après-guerre pour faire simple, l'après-seconde guerre mondiale. Est-ce que il faut voir là effectivement un souci capital de protéger par exemple la liberté d'expression, qui est une valeur qui a pris beaucoup d'espace dans notre vie publique et citoyenne, avec les libertés individuelles et la protection de la dignité des personnes, qui est aussi un sujet central. Autrement dit, cette Cour suprême du Canada a dû jouer avec les 2 plateaux et essayer de trouver un point d'équilibre en penchant notamment dans cette direction-là pour protéger les droits et l'humour particulier de Mike Ward. C'est dans le fond la question primordiale qui nous occupe aujourd'hui. Il s'agit d'une vision de la société qui diffère de façon importante entre la majorité et la minorité. Je m'explique. Dans la majorité, on prend cette idée que la liberté d'expression, parmi la liberté civile, le droit de l'association, l'Assemblée pacifique, ainsi de suite, font partie d'un groupe de droits qui sont vraiment les droits qui devraient primer sur les autres droits. Tandis que le droit à l'égalité et les autres droits ont été perçus comme étant inférieurs ou peut-être pas aussi importants. Je ne veux pas, avec ce commentaire, être perçu comme étant limité ou dénigré. Le droit à la liberté d'expression, c'est fondamental dans une société démocratique, fondamental pour les artistes, fondamental pour les médias. Mais il y a d'autres droits qui sont en jeu, comme vous le dites. Et dans le fond, en droit international, ainsi qu'en droit canadien, on a dit que, en principe, tous les droits sont égaux et sont reliés les uns avec les autres. Or, ex ante, ça veut dire au début de son questionnement sur la situation, on prend tous les droits comme étant égaux et dans le contexte, on prend notre décision de quel droit devrait primer dans son contexte et dans les circonstances. Le problème avec, à mon avis, avec la décision de la majorité, c'est qu'ils ont fait une amalgame entre la liberté d'expression, ils ont fait une amalgame entre les propos haineux et les propos discriminatoires. Pour dire que s'il s'agit d'un cas de discrimination, quand la seule chose qui est en jeu est les mots, à ce moment-là, il faut que les propos ou les commentaires sont si graves qu'il devrait s'agir des mots qui sont considérés comme les propos haineux. C'est-à-dire
génocidaire, vraiment au niveau qu'on a vu dans la Deuxième Guerre mondiale, et d'ailleurs c'est une conversation actuelle en ce moment aussi. Alors, dans le fond, l'important, c'est que avec cet amalgame, on a réduit la capacité des plaignants de dire « mes droits ont été bafoués dans cette cause à cause des mots discriminatoires ». Et le problème pour moi, c'est qu'on a éliminé la possibilité qui n'existe qu'au Québec, hein, de sauvegarder sa dignité en pleine égalité. Un droit qui existait avant et qui n'existe pas aujourd'hui. Et je pense que c'est dommage parce que ce qu'on a fait, c'est qu'on a réduit la protection qui existe au Québec pour ressembler aux autres lois au Canada qui n'ont pas les mêmes dispositions juridiques. Je vais simplifier, mais pour faire une image qui soit compréhensible par tout le monde, c'est un peu comme dire, c'est pas parce qu'il n'y a pas eu de mort qu'il n'y a pas de blessés. Et on n'était pas obligé d'aller au bout d'un vocabulaire tellement blessant que ce soit déshumanisant pour dire que les droits de la personne ne sont pas respectés lorsqu'on s'attaque à son intégrité personnelle, son aspect physique, son handicap, etc. C'est un effectivement, peu ça. Effectivement. Oui, mais Maître si vous Fournier. me permettez d'aller dans le même sens, effectivement, on remarque avec cette décision un recul dans l'interprétation ou la portée du droit à la dignité. Dans un premier temps, la Cour suprême a longtemps reconnu que la dignité était le fondement de tous les autres droits fondamentaux, que ce soit en matière de charte canadienne, charte québécoise ou les autres lois ou codes des droits de la personne. Mais ce qui est particulier dans la Charte québécoise, c'est que la dignité est reconnue comme valeur, donc on l'a dans le préambule, mais aussi comme droit substantif. Et ça, c'est unique là, de reconnaître un droit à la sauvegarde de sa dignité comme étant un droit, au même titre que la liberté d'expression, ou le droit à la vie privée, ou le droit à l'intégrité. Ça, c'est unique comme document. En 96, et je vais très rapidement, mais pour vous montrer comment là, on a eu un recul dans l'interprétation à donner au droit à la dignité, qui est quand même un droit fondamental. En 96, dans une cause, l'affaire Saint-Ferdinand, la Cour suprême explique là, sur la question spécifique du droit à la dignité, je ne parle pas du droit à l'égalité, mais uniquement de la dignité, qu'elle a un double sens. Donc, le sens externe de la dignité réfère à l'humanité de chaque personne et le sens interne de la dignité réfère à l'estime personnelle, au respect que chaque personne se doit à elle-même. Et la juge Leroux Dubé, qui signait le jugement, dit à l'époque, la Charte ne fait aucune distinction entre les deux. Donc, que ce soit une violation de l'aspect externe, donc déshumanisation, de l'aspect interne, estime personnelle. Dans les deux cas, c'est une atteinte au droit à la dignité. Et ça l'a suivi après ça, même dans d'autres, dans l'affaire-là, on a retenu une définition de la dignité qui s'appliquait pas à la Charte québécoise, mais où on retient ces deux aspects, ces deux sens à la notion de dignité. J'arrive en 2013 dans l'affaire Robinson, Sinard contre Robinson. La Cour suprême vient dire, écoutez, en violant, la compagnie Sinard, en violant les droits d'auteur de M. Robinson, elle a porté atteinte à sa dignité. Donc là, on n'est pas dans l'humanité ici, on est vraiment dans ses droits personnels. Et elle va plus loin, elle dit, quand les administrateurs, M. Weinberg, Mme Charret, ont nié avoir violé les droits d'auteur de M. Robinson, ils ont porté atteinte à sa dignité. Alors, on est vraiment ici, pas au droit à sa réputation, en niant, en disant, ben non, vous avez tort, on n'a pas pris vos droits d'auteur. On n'a pas porté atteinte à sa réputation, on dit spécifiquement au droit à la dignité, et ce faisant, ça justifie l'attribution de dommages punitifs en raison de cette atteinte intentionnelle et illicite au droit à la dignité. Donc ça, on est quelques années avant l'affaire Warren. En 2017, la Cour suprême, dans un autre registre, vient dire, écoutez, quand des propos discriminatoires sont tenus dans un contexte d'emploi, ça constitue un affront à la dignité de la personne. Mais dans ce cas-là, on l'avait pris sous l'angle droit du travail, droit de l'emploi, protection contre la discrimination en emploi, mais la Cour suprême, à la majorité, vient et insiste, ça constitue un affront à la dignité, les propos discriminatoires. Donc, c'est pour ça que c'est quand même étonnant, quand on lit le jugement Ward, que l'on ait complètement retranché cet aspect interne du sens à la dignité pour ne conserver que l'aspect externe, donc le caractère déshumanisant des propos, le caractère déshumanisant d'une conduite. Donc, un arrêt très important de la Cour suprême du Canada qui marque probablement un changement, en tout cas un déplacement de l'interprétation qu'on donnait notamment des chartes québécoises et canadiennes au cours des dernières années. Maître Eliadis, est-ce qu'on peut voir déjà, évidemment le temps est court, mais un effet concret
du texte et de l'esprit de cet arrêt de la Cour suprême? Effectivement et absolument. Il y a eu un effet immédiat après la décision de la Cour. Les derniers chiffres que j'ai avec moi, c'est à partir de la fin de 2022. Alors, c'est déjà des chiffres qui sont pas nécessairement au courant. Mais ce qu'on sait, c'est que à ce moment-là, au mois de novembre 2022, il y avait plus que 150 causes qui ont été laissées, qu'on fait plus d'enquête à la commission parce que la Cour suprême, la décision de la Cour suprême faisait en sorte que la commission ne pouvait plus enquêter sur les causes où les propos étaient les aspects prédominants dans la preuve de la cause. Et ça laissait, on comprend que la commission était dans une position très difficile, mais quand même, on critiquait la commission pour avoir laissé tomber ces causes. Mais cet effet est immédiat et d'après moi, ça change un peu les droits qui sont disponibles dans la société québécoise. Donc, des enquêtes qu'on n'a pas menées dans des causes qui, autrefois, auraient pu être évaluées par la commission. Effectivement, les plaintes étaient déjà déposées et devant la commission. Parce que le vocabulaire utilisé ne remplissait pas la nouvelle barrière établie par l'arrêt de la Cour suprême. Parce qu'il s'agit des propos. Or, on parle de la liberté d'expression et s'il ne s'agit pas des propos haineux, alors ce standard très élevé, ça tombe dans le vide. Alors, Maître Fournier, effectivement, dans votre jardin, là où vous travaillez à la commission, ça change les choses concrètement, là. Effectivement, en fait, et pour reprendre ce que dit Maître Iliadis, la commission a fait une évaluation, mais à la lumière de ce nouveau cadre juridique qui impose un seuil très élevé, elle a évalué et les propos qui étaient en cause ne remplissaient pas ce cadre très élevé. Donc, elle a dû fermer les dossiers pour se conformer aux exigences puis aux paramètres imposés par la Cour suprême. En gros, ce que ça dit, si on le présente autrement, c'est vous avez le droit de dire ce que vous voulez, mais vous n'avez pas le droit de le mettre en application. Elle est là la nuance importante. Et on imagine que les débats ont dû être chauds à l'intérieur de ce groupe-là, parce que c'est une courte majorité de 5 contre 4 qui l'a emporté. Le juge Wagner signant le texte principal, le corps principal de l'arrêt. Et du côté de la dissidence, il y avait aussi des arguments fort solides qui ressemblent un peu à ce que vous avez évoqué toutes les deux depuis tout à l'heure. Je rappelle que mes invités aujourd'hui étaient Maître Pearl Eliadis, cette spécialiste des droits humains qui a eu la gentillesse d'être avec nous. Merci. Et Maître Stéphanie Fournier, conseillère à la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse. Merci à toutes les deux. Merci beaucoup.